Avec la sédentarisation amenée par l'agriculture, les tribus sont devenues de plus en plus grandes, jusqu'à former les premières villes. La tribu étant devenue trop grande, les gens ne se connaissaient plus, et c'est la religion qui permettra la cohésion sociale. Il est logique que cette cohésion avait besoin d'un symbole comme signe de ralliement permettant de répondre à un besoin d'identité. Prenons le cas d'Athènes. La ville s'était placée sous la protection de la déesse Athéna. Cette déesse avait une chouette comme animal totem. Cet animal totem est un excellent exemple de ce que nous pourrions désigner aujourd'hui comme une mascotte. La légende raconte que Athéna avait fait pousser dans la ville un olivier qui avait permis à Athènes de développer la culture des oliviers, permettant ainsi de produire un maximum d'huile pour suffire non seulement aux besoins de la ville, mais également à en revendre aux autres cités, permettant ainsi son enrichissement. La branche d'olivier finissant par accompagner la chouette. C'est ainsi que nous nous retrouvons à l'embranchement entre la religion et l'économie, qui finit par se retrouver sur la bannière publicitaire ancestrale qu'est la monnaie, sur laquelle se trouve non seulement le logo, mais aussi le slogan, avec AOE, qui est une abréviation de Acénon, signifiant « venant des Athéniens ». Le logo et le slogan poursuivirent leur histoire au travers d'autres civilisations, entre autres Rome avec le fameux SPQR signifiant le Sénat du peuple romain. Instrument politique, la monnaie servit également à diffuser l'image du dirigeant, à l'image du profil de l'empereur romain. La chose allant jusqu'à raconter les luttes de pouvoir, avec l'apparition de la mère de l'empereur Néron, Agrippine, dont l'influence sur son fils apparaissait jusqu'à la pièce de monnaie. D'ailleurs, pour la petite histoire, Néron finira quand même par buter sa mère. Et maintenant, c'est moi qui commande, je suis le plus grand. Quoi? C'est moi qui commande, je suis le plus grand. Non, c'est moi qui commande parce que je suis le plus fort. Non, c'est moi qui commande, je suis le plus gros. Non, c'est moi qui commande parce que j'ai le fauteuil. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le symbole reconnaissable doit également être mis en hauteur pour pouvoir être vu de loin. Prenez par exemple cette gravure représentant le Dijon du XVIIIe siècle. Une idée de hauteur et de répétition utilisée encore aujourd'hui. Les liens étroits entre religion et pouvoir, pour notamment faciliter la paix sociale et son organisation, trouvent également un bon exemple au travers du blason du royaume de France. On peut y voir 3 fleurs de lys, composées de 3 pétales, les 3 pétales faisant référence à la Trinité, et pour enfoncer le clou, enfin si j'ose dire, elles sont répétées 3 fois sur le blason. On peut également remarquer que la disposition des pétales forme la croix. Cette disposition en 3 sur la largeur se joue également sur la hauteur avec la partie supérieure représentant le roi, la barre représentant la noblesse et les tiges représentant le peuple du royaume. On peut également noter que la fleur de lys est également l'attribut de la Vierge Marie, un parallèle que nous pouvons faire avec la chouette d'Athéna. Apanage des religions et des puissants, les petits développent aussi leur affichage. Par exemple, l'entrepreneur en maçonnerie, représenté par ses outils, la pelle, le mortier, le fil à plomb, le marteau, le ciseau. L'une des premières publicités remonte à l'Égypte antique. Elle offrait une pièce d'or à qui capturerait un esclave en fuite. Une pub de 3000 ans avant Jésus-Christ. Avançons jusqu'à l'époque romaine, direction Pompéi, où un mur comportait notamment cette inscription « Mur, je suis émerveillé que tu ne sois pas encore tombé sous le poids de toutes ces conneries dont on t'a recouvert. » Les publicités prenant alors la forme de fresques vantant les mérites d'un homme politique ou d'annonces de combats de gladiateurs. Souvent pour le coup financés par les politiques pour pouvoir gagner en popularité, du pain et des jeux. Et n'oublions pas les ancêtres des fast-food, montrant la nourriture qu'ils vendaient. Mais n'oublions pas de signaler que les chiens doivent être attachés dans le restaurant. Et je ne vous parle même pas de logos encore plus explicites disséminés partout dans les rues de la ville, permettant ainsi de trouver certains commerces plus spécialisés, dirions-nous. Au Moyen-Âge, les ordonnances royales et les annonces commerciales sont diffusées auprès du peuple par les crieurs publics. La publicité était orale due à l'analphabétisme.
La chose se faisant sur les marchés ou alors sur le parvis des églises, comme par exemple à Dijon, le parvis Saint-Jean. C'est aussi ici que, on commence à découvrir les premières publicités mensongères dans les archives, à l'image d'un vendeur qui crie que les bougies qu'il vend brillent plus qu'une étoile. Un autre exemple de transmission d'idées avec les vitraux, servant également aux analphabètes tout en montrant en même temps le niveau de richesse de la ville. Mais les messages visuels ne se limitent pas aux vitraux. En effet, des messages visuels pour indiquer la nature d'un commerce se développent vraiment. Ce sont les enseignes, qui indiquent un corps de métier, un savoir-faire, mais pas une marque, juste l'appartenance à une corporation de métier. Un autre exemple avec une cloche, enseigne parlante et sonore d'un débit de boisson en milieu rural. Entendue de loin, elle attire la clientèle. Un exemple de ces lointains descendants avec l'hôtel La Cloche de Dijon, mais là on est vraiment bien loin de l'auberge. Les grands projets employant beaucoup d'artisans poussent à la création de symboles pour dissocier leur travail afin d'être payés à l'image des tailleurs de pierre des cathédrales, signant d'une griffe leur travail. Mais c'est à la fin du Moyen-Âge que ce que l'on pourrait considérer comme les premiers logos d'entreprise font leur apparition. Ils prennent alors la forme de poinçons, indiquant l'artisan, permettant une meilleure identification du fabricant. Un bon exemple étant cette petite tablette de bronze exposée aux archives de Dijon, où on peut voir l'ensemble des poinçons des différents fabricants de la ville. Les villes créent le registre de communes, répertoriant entre autres les artisans, orientant les visiteurs des villes qui le consultaient à la mairie de l'époque. Évidemment, la chose permettant de surcroît une meilleure réglementation par rapport aux taxes. Le plus célèbre de ces registres était alors celui de Venise, qui en possédait un entièrement consacré aux prostituées. Dans ce domaine, on peut également citer la France de Louis IX. Constatant qu'il était impossible d'interdire la prostitution, il instaura l'obligation de signaler par une lanterne rouge les lieux de débauche. De Paris, cette habitude fut ensuite étendue dans tout le royaume, puis dans toute l'Europe. Vous me direz, c'est toujours plus discret que ce que les Romains faisaient à Pompéi. La plus grande évolution de la publicité apparut au XVe siècle avec l'imprimerie. L'information devient accessible au grand public. On n'utilise plus de coûteuses peaux de bête ou parchemin pour écrire, mais du papier. L'économie est sans commune mesure. De plus, les textes ne nécessitent plus de copistes et sont dupliqués beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, le tout pour un coût bien plus bas. Les tracts commencent alors à apparaître et le plus connu de cette époque en est un placardé sur la porte du roi de France traitant de sujets politiques et religieux, avec la montée en puissance du protestantisme. Un tract qui aura un poids considérable dans l'histoire de France. Les feuillets publicitaires, quant à eux, continueront de se développer avec les décennies et seront distribués à la main dans les rues avec la progression de l'alphabétisation. On voit également apparaître les affiches qui commencent à tapisser les murs des villes. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblaient les affiches à cette époque, en voici une prévenant du passage du jeune Mozart à Dijon qui, à 9 ans, allait faire un concert en ville. À l'époque, ni couleur ni image, seule l'information.